Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon petit café. Je serai votre animatrice Audrey et je suis, je pense que maintenant vous le savez, ça fait assez d'épisodes, je suis avec Catherine. Comment ça va Catherine? Qui est Catherine? Que veut-elle? Que fait-elle dans la vie? C'est moi! Et je vous raconte des cas. Voilà. Alors, Catherine s'est remise de son Alzheimer momentané. Et aujourd'hui, avant de vous parler... Pas rien de ça, l'Alzheimer, c'est sérieux! Ouais. Ah, la galère! Ah non! Isabelle, ma bref! Madame Poupou! Madame Poupou et Jean Brière! Bon. Alors, aujourd'hui, avant de vous Ah. jaser de crimes, d'histoires et d'affaires terribles, on va parler d'affaires un petit peu moins terribles et on va vous recommander, bien entendu, un café. Alors, c'est une couple d'épisodes, notre épisode consacré à Raël, qui est, chers auditeurs, rendu notre épisode le plus écouté. Yes, sir! Vous avez clenché notre premier épisode. Alors, en quelques mois, vous avez clenché notre épisode qui est disponible depuis maintenant presque 2 ans. Yes, sir! Yes, sir, lâchez pas. Alors, dans notre épisode de Raël qu'on a enregistré au début de l'été, je vous avais dit comme « Hey, Catherine et moi, on va partir en vacances. Recommandez-nous des cafés à l'extérieur de Montréal parce que le Québec, c'est tellement plus que Montréal et Québec. » Et, oh my God, vous avez livré la marchandise. On a eu tellement de recommandations, il a fallu qu'on se parte un fichier Excel. Hey, on vous aime à ce point-là. On a fait des fichiers Excel juste pour vous autres. On n'est pas formés pour ça, nous autres, on n'a pas étudié au HEC. No! On fait ça de la bonté de notre cœur. Avec les moyens du bord. Alors, vous avez aussi été très gentil et gentil de me recommander des cafés à Toronto. Malheureusement, j'ai pas été à Toronto à cause d'une urgence familiale. Mais qu'à cela ne tienne, vous nous avez recommandé des cafés dans le bout de Magog. Et ça tombe-tu bien, le chalet des parents de mon conjoint, il est dans ce coin-là. Alors, j'ai eu la chance de découvrir et ça m'avait été recommandé par Andréane. Donc, merci beaucoup, Andréane, pour la recommandation. Elle nous avait recommandé le café Fitch Bay, qui est situé à Magog, sur la rue principale dans l'Est. Donc, juste passer le pont par-dessus le lac Memphis. Par-dessus le monstre du lac Memphis-Magog. Exactement. Alors, le café Fitch Bay, qui est situé sur la rue principale, c'est vraiment un très mignon espace. Malheureusement, par contre, si vous pensez aller passer un après-midi à Magog et aller vous asseoir pour prendre un café, malheureusement, il n'y a pas de table et de chaises. C'est vraiment plus un comptoir / boutique. Mais ils offrent des excellents produits. Alors, sur place, je me suis procuré 2 cafés. Je me suis procuré le Gino, qui est un espresso italien et qui est décrit comme étant riche et costaud. Il saura vous séduire. Alors, je suis sûre que c'est inspiré par Nick Romano. Est-ce qu'il est un café lavé? Parce que c'est sûr qu'il a pris sa douche. Il n'est pas écrit s'il a été lavé, mais écoute, je sais pas si je peux lui dire non. Alors, et sinon, j'ai aussi pris El Mariachi, qui est un café qui provient du Mexique. Et je pense qu'on n'a jamais recommandé du café qui provient du Mexique. Je pense qu'en Amérique latine, on avait recommandé le Guatemala, le Venezuela, le Nicaragua. T'as une très bonne mémoire. Tous les pays qui finissent en A. Mais je me rappelle pas qu'on ait recommandé le Mexique, alors j'étais curieuse. Mexica. Mexico. Alors, ce café est décrit comme ayant des notes de chocolat noir, miel et floral. Oui. Et on dit l'harmonie des notes. Un de ces mots ne fit pas avec les 2 autres. Et je sais que Megan nous avait déjà dit comment ça s'appelle quand il y a un mot qui ne fit pas avec les autres dans une énumération, mais j'ai oublié. Oui! Je m'excuse, Megan. Ben, moi aussi. Je suis une mauvaise étudiante. Ah, tu nous le rappelleras. C'est un café de torréfaction. On dit qu'on est poche. Tu nous le rappelleras, Megan. C'est un café de torréfaction moyenne. Et il est très bon. Je le bois souvent le matin. Et j'étais un peu intriguée parce que le café en tant que tel, je trouve qu'il sent un peu les épices, un peu comme le cumin puis la cannelle, mais il goûte très doux.
C'est vraiment un bon café de matin ou de début d'après-midi. Et le Gino, pour sa part, c'est vraiment un café espresso très straight, très franc. C'est un bon espresso qui goûte le bon café très... c'est ça, qui n'a pas de notes spécifiques en tant que tel. Juste un excellent café à servir en espresso dans la cafetière italienne. Je vais arrêter de faire un accent italien avant de me faire chicaner. Ciao, ciao. Mais non, je vais pas te chicaner parce qu'aujourd'hui, ça a full rapport avec ce qu'on va faire. Alors, ciao, l'accent italien. Et maintenant Ciao. qu'on a notre recommandation de café, alors je répète, Fitch Bay, situé à Magog. Vous pouvez aussi commander sur Internet sans problème. Et sinon, Catherine, maintenant qu'on a notre café, de quoi qu'on jase aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les bobineaux, les bobinettes, nous allons jaser de quelque chose de très sérieux. Nous allons parler de la fois où les nazis ont failli mettre la main sur le Québec en achetant l'île d'Anticosti! Ben voyons donc! Je sais, c'est effrayant, ça n'a pas d'allure. Tournez chez vous, les nazis! Je remarque d'emblée que ma soeur m'avait dit « Veux-tu que je vienne à ton épisode pour vous montrer comment prononcer les mots en allemand? » Ce à quoi j'ai dit « Oui, puis là, j'ai complètement oublié, fait qu'elle n'est pas là. » Fait que Roxane, ici, les mots sont tous prononcés tout croche. Tu nous appelleras pour nous le dire. Et on va se corriger dans un futur épisode de correction. Tu nous taperas sur les doigts. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu pas assez pas pire comme idée? OK, alors, introduction et disclaimer, je vous souhaite la bienvenue dans mon épisode sans doute le plus dérangeant de tous les temps, non pas parce que son contenu sera de mauvaise qualité, vous connaissez mes standards d'excellence. Yes, sir! Mais bien parce qu'aujourd'hui, only the best for comme you. Dans la chanson cher, de Tina Turner. Cher Bobino, chère Bobinette. C'est de ça qu'elle parlait, Tina Turner. Donc, aujourd'hui, ce sera donc dérangeant parce que je vais passer environ 1 heure à faire des jokes sur le compte des nazis. J'ai dit à Catherine que je lui donnais la permission. C'est très gentil. Alors, d'emblée, je dois faire mon petit pamphlet politique. Le nazisme, ce n'est pas le fun. Oh, statement controversé. Régimes... Je sais. À notre ère, malheureusement, oui, ça l'est un statement controversé. Les régimes fascistes font honte à l'humanité et on a comme responsabilité en tant que société de se porter à la défense des gens qui sont victimes de discrimination et de violences systémiques, morales, sexuelles et physiques. La Seconde Guerre mondiale, c'est une période très noire pour l'humanité. Malheureusement, ce n'est pas fini. Le nazisme, ce n'est pas terminé. La CBC a lancé cette année un podcast sur les groupes d'extrême droite au Canada. Ça s'appelle White Hot Hate. Si vous voulez un gros wake-up call sur à quel point le monde va mal, je vous le conseille chaudement. C'est vraiment super intéressant et alarmant à la fois. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui trouvent que les nazis étaient cool et que les nazis sont encore cool aujourd'hui. Et il y aura toujours des fous pour vous dire dans un party qu'on a beau penser ce qu'on voudra, Hitler était un visionnaire. Non, je pense pas ça. Moi, je pense comme les Dead Kennedys, Nadi Punk, fuck off. Oui, c'est ça. Je vous dis que il y a des visions qui ne méritent pas du tout d'être partagées, encensées ou pire, glorifiées. Et à mon avis, il n'y a rien de mieux pour déglorifier quelque chose que de s'en moquer. Alors aujourd'hui, afin d'éviter de glorifier les nazis de la Seconde Guerre mondiale, on va se payer leur tête. On va rire d'eux autres et vous recommander d'aller voir le vidéo YouTube où est-ce qu'il y a le nazi qui se fait puncher dans la face pendant qu'il fait une entrevue à la télé. Ah mon Dieu. He had it coming, comme disait la toune dans Chicago. Voilà. Wow, d'accord, parfait. Mais c'est ça, donc ne vous inquiétez pas, on va aussi se payer la tête de certains Canadiens et certains Québécois, dont notre cher Maurice Duplessis, national. Yeah. Donc, je vous avertis que l'humour dans cet épisode sera particulièrement de mauvais goût. Si vous n'avez pas envie de rire des nazis, vous pouvez passer à un autre épisode comme celui où je vous parle du pauvre éléphant qui a été tué parce qu'il avait tué quelqu'un. Donc, bonne journée. Prenez soin de vous. Ou skipper direct aux 2 minutes de babine. Ah oui, aussi, vous pouvez. Alors, maintenant que les avertissements sont faits, je peux annoncer mon sujet. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous parler de la présence de nazis sur l'île d'Anticosti, a.k.a. le spot de chasse le plus en vue du Québec. Et aussi, la présence de nazis dans l'estuaire du Saint-Laurent pendant la Seconde Guerre mondiale! OK, mes sources. Retournez chez vous! C'est rare que je dis mes sources, tu sais, je vous le dis, j'ai toujours des sources, mais je vous le dis pas parce que j'oublie. J'ai mes sources sont confidentielles. Wink! Wink, wink, c'est Deep Throat qui m'a parlé de ça. Il n'a pas seulement exposé le scandale du Watergate. Il a aussi exposé le scandale des nazis qui allaient s'acheter des cafés à l'île d'Anticosti.
Oh yeah! Alors, ma source principale, c'est un livre qui s'appelle L'expédition allemande à l'île d'Anticosti par Hugues Théoret, qui est un historien. C'est un livre que je vous recommande si vous aimez vraiment beaucoup les détails techniques sur comment les sous-marins sont construits. Sinon, je vous le recommande pas pantoute. C'est vraiment précis. Tabarnouche que c'était lourd comme lecture! Oh. Mais bon, je vais vous résumer le gros de ce qui était important dans le livre, là, fait que vous êtes pas nécessairement obligés. Mais il y avait aussi, c'est ça, un article du Soleil et des articles complémentaires dont la presse, Le Devoir puis Radio-Canada. Yes, sir. Voilà, c'est super vague, mes bibliographies, tu sais. Je veux dire, taper nazi Anticosti puis il y a 3-4 liens, c'est probablement ça que j'ai consulté pour faire une histoire. Voilà. Yes, sir. Première partie. Duplessis a le moral high ground et Mackenzie King est un trou-duc. Quel beau titre! L'année est 1937. Au Québec, il fait bon vivre. Il n'y a pas encore District 31 à la TV ou même pas de TV en général, mais on se divertit comme on peut. Avec un petit bout de bois et une roche. Ah, avec un bout de bois et une roche et parfois un gramophone. Et il paraît que cette année-là, la célèbre chanson Sing, Sing, Sing du clarinettiste Benny Goodman est enregistrée. C'est la toune qui joue dans tous les films quand le monde a le goût d'écouter du Big Band. C'est la toune qui fait swinguer dans nos parties d'été. Oh yes! Et c'est aussi un an avant l'enregistrement de la version de la chanson A Tisket, A Tasket d'Ella Fitzgerald. J'aime beaucoup le jazz, ça paraît-tu? En tout cas, on est en 1937 et au Québec, au lieu d'écouter du jazz, ou en plus d'écouter du jazz, on mange collectivement nos bas. Voyez-vous? À l'époque, on a bien peur en tant que société de deux choses. Le communisme et le nazisme! Ce sont les deux ennemis de notre belle démocratie québécoise. On n'aime pas les la ismes. Démocratie. Fuck off. Non, on n'aime pas les ismes. T'sais? Donc, ce sont les ennemis de notre belle démocratie québécoise. T'sais, la démocratie du premier ministre Maurice Duplessis. Je pense que vous connaissez à ce stade-ci mon alignement politique, la gauche, et mon alignement de D&D, Chaotic Good. Alors, vous aurez sans doute vu venir cette blague à 100 000 à l'heure. Le fait est qu'avant, on avait surtout peur des maudits bolcheviks qui scrapent le monde avec leurs belles moustaches à la Staline puis leur goulag. Mais là, et leur vodka. On commence à parler de plus en plus des nazis. Et la quoi? Et la vodka. Et la vodka. Et aussi les bolcheviks qui tuent les pauvres Romanov. Et s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu le bon film d'Anastasia, mais en tout avec cas, le beau Dimitri. Même, c'est pas pour dire que ça valait la peine qu'il se passe autant d'horreur. Ça vaut pas la peine qu'il se passe autant d'horreur. Si c'est juste pour avoir un film d'Anastasia, ça vaut pas la peine. Mais, donc, c'est ça. On a bien peur des maudits bolcheviks qui scrapent le monde depuis une vingtaine d'années, puis là, on commence de plus en plus à parler des nazis. Mais pourquoi parler d'eux tout de suite? On est juste en 1937. Si vous avez passé votre cours d'histoire secondaire 4 et regardé Il faut sauver le soldat Ryan, c'est un passage obligé, vous savez que la Seconde Guerre mondiale commence juste en 1939. Wow. Fait que là, 2 ans avant, pourquoi le Québec se préoccupe-t-il du nazisme? Eh bien, parce qu'il paraîtrait que les Allemands veulent acheter l'île d'Anticosti. C'est ce que dit la Gazette de Montréal dans un article brillamment intitulé « Germans negotiating purchase of Anticosti ». C'est straight to the point. C'est vraiment straight to the point. Il n'y avait pas le temps pour les flaflas dans ce temps-là. Il n'y avait pas Richard Martineau là, pour nous popper des beaux titres d'éditoriaux. Là. Puis ça, là, ça fait pas l'affaire de notre cher premier ministre Duplessis. Oh non, non. Un article du journal... C'est à nous autres, ça. Un article du journal La Patrie résume la prise de position de Duplessis quant au nazisme. Prise de position qui a assez mal vieilli, vous allez voir. Oh non! Je vous cite l'article de La Patrie. C'est une assez longue citation, attachez votre sucre. Nos orateurs pointent depuis quelque temps 2 ennemis, le communisme, en italique, et le fascisme, en italique, dont la forme la plus brutale est bien le nazisme, en italique. On sait la lutte que fait au marxisme et au bolchevisme l'honorable M. Duplessis, et notre premier ministre vient de prendre une attitude énergique à propos de l'île d'Anticosti, attitude qui frappe dans ses parties vives et dans son prosélytisme au Canada la doctrine accapareuse, impitoyable du Führer. Mais n'allons point de grâce mettre en parallèle pour les mieux assimiler l'un à l'autre l'évangile de Moscou et l'évangile de Berlin, même s'ils s'opposent tous deux au concept d'une saine démocratie. Pour nous, Staline est autrement périlleux que l'ancien peintre de Vienne, Hitler. Fin de la citation. OK. Fait que la patrie avait du fun à sous-estimer le potentiel de dangerosité de Hitler. L'ex-pâtre de Vienne. Alors, Big If True, je vous dis...
Il semble bien inoffensif, ce peintre de Vienne. Il y a de l'air tweet avec sa petite moustache. Et ses petites culottes courtes avec ses barres montées à moitié de ses mollets. Il y a de l'air d'un scout qui a grandi trop vite. Non, pas pantoute. Non, c'est terrible ce qui s'en vient. Et là, loin de moi l'idée de minimiser les horreurs du régime communiste aussi. Tu sais, on s'entend que c'est mur à mur dégueulasse. Voilà. Mais là, est-ce que c'est sérieux cette histoire d'acheter l'île d'Anticosti? Apparemment, oui. Oh non! L'article du Montreal Gazette est paru le 2 décembre 1937 et dans les mois précédents, un mystérieux groupe d'Allemands aurait séjourné sur l'île d'Anticosti, qui était alors à vendre. Ils ont essayé de se déguiser. Ils ont mis des chemises en moyenne. Non, ils étaient pas déguisés, pas en tout, tu vas voir. Donc, pour ceux qui l'ignorent, genre la majorité des gens, j'imagine, voici une description faite par Hugues Théoret de l'île d'Anticosti. Située dans le golfe du Saint-Laurent, face à Havre-Saint-Pierre, séparée de la côte nord par le détroit de Jacques-Cartier et de la Gaspésie par le détroit d'Ogendo, l'île d'Anticosti s'étend Onguedo. Oh boy! That was a train wreck. L'île d'Anticosti s'étend sur une longueur de 220 km et une largeur maximale de 56 km. Elle couvre une superficie de 7 943 km², ce qui en fait la plus grande île du Québec. Sa taille est comparable à celle de la Corse. Fin de la citation. Ça vous donne un peu le ton de son livre. Là. C'est pas mal clinique comme description des choses. Donc, il faut aussi mentionner que... Non, pas pantoute. On est très, très loin de Philippe K. Dick. Donc, il faut aussi mentionner que l'île d'Anticosti est 10 fois moins populeuse que la Corse, même si sa taille est comparable à la Corse, et surtout recouverte de luxuriantes forêts qui en font un spot de chasse bien populaire de nos jours. Il y a pas des orignaux, mais pas beaucoup de monde. Exactement. C'est le paradis des gros guns. Mais dans le temps, l'île était surtout un spot d'exploitation forestière. Donc, accompagné par un homme du nom de Charlie McCormack, 13 Allemands ont visité tous les raccoins, ont regardé les arbres, les chevreuils, les mouches, ont pris des mesures, puis tout. Des photos, des selfies. Des photos, des selfies. C'est tellement joli, cet endroit. Château. Quelle jolie forêt! Les jolies mouches noires. Alors, Charlie McCormack explique. Je voyageais avec eux pendant 1 mois. Ils prenaient note de toutes les installations existantes et relevaient la profondeur de l'eau dans les baies autour de l'île. Fin de la citation. Le groupe a donné comme justification le projet de construire une éventuelle usine sur l'île, une usine de pâte et papier, j'imagine, parce que l'industrie principale d'Anticosti était alors l'exploitation forestière. Oh, une usine de jolies petites salopettes. Ah, c'était une usine pour faire du papier cascade. Bon. Donc, pourquoi sont-ils vraiment là? Pourrait-il plutôt s'agir d'une mission de repérage en prévision de la guerre? Sinon, pourquoi mesurer la profondeur de la baie? Qu'est-ce que ça a à voir avec les pâtes et papiers et l'exploitation forestière? Je vous le demande! C'est ce que la Gazette nous demande aussi et essaie de sous-entendre dans son article. En fait, les journalistes de Appelle à Gazette... tous. Pourquoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Les journalistes de Gazette vont même jusqu'à dire que l'île d'Anticosti est un emplacement idéal pour, et je cite, construire une base militaire et envahir l'Amérique. Oh non! Ils sont pas dramatiques pantoute. Fait que là... Mais stressez pas avec ça. Les journalistes de Gazette font tout pour énerver le monde. Mais cela dit, selon Hugues Théoret, un examen minutieux des archives allemandes ne permet pas de conclure que les nazis avaient autre chose en tête que des visées commerciales lorsqu'ils se sont aventurés à l'île d'Anticosti. Sauf qu'on ne savait pas ça à l'époque. Oh, ils voulaient vraiment juste se partir une petite business. Ils voulaient juste se partir une petite business et peut-être construire des guns en papier pour ensuite les shipper vers l'armée allemande, on ne sait pas. Mais à l'époque, on ne savait pas ça, on était dans la spéculation pure. Et tout ce qu'on savait, c'est que les nazis, ils étaient sauce en tabarnouche. On était juste dans les fan theories. Prochaine partie. Comme 2 larrons en foire. Ah! Si notre cher Maurice Duplessis avec sa grosse moustache ne veut rien savoir des Allemands, il n'en est pas de même du premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King. Celui-ci est allé rendre une visite diplomatique à Hitler en juin 1937, quelques Hitler, mois avant. Comment ça va? Ah! Comment ça se passe? C'était le fun, les Olympiques. C'est quelques mois à peine avant l'expédition des Allemands à l'île d'Anticosti, on le rappelle. Donc,
La presse résume le but de la visite de Mackenzie King en ces termes. Le but de la visite de M. King est de faire tout en son pouvoir pour avantager la cause de la paix internationale. Il n'offrira pas de projet bien défini à Hitler, mais il espère, par une conversation amicale, établir une meilleure base d'entente entre les divers points de vue. Donc entre, la tolérance et l'idée d'exterminer des populations entières, j'imagine. C'est mal! On fait pas ça! Tenir des propos qui ont pas de tolérance, c'est mal! C'est mal! George Abitbol l'a dit. Mais ça me fait penser à l'actrice là, qui avait comme fait un vidéo d'elle sur Instagram où je sais pas quand que la guerre a commencé en Ukraine pour dire comme c'était comme un poème où est-ce qu'elle dit Poutine, c'est pas de ta faute, ta mère elle t'a pas assez fait de câlins. Oh mon Dieu! Il a été faire ça. Mais comme c'est de mauvais ton. Ah, c'était de mauvais ton. Et fait que Mackenzie King est allé faire un câlin à Hitler pour le calmer. Et oui. Allons prendre un verre, ça va passer. Et pour la paix internationale. Voilà. Alors, apparemment, les deux politiciens se sont entendus comme des larrons en foire. Mackenzie King aurait même dit à Hitler qu'il serait lui aussi né à Berlin, mais Berlin en Ontario. Wow! Ok, pas blague! On dirait presque qu'à l'époque, on n'était pas au courant de choses atroces comme, la nuit de cristal, puis les assassinats, puis les coups d'état politiques, puis en tout cas, toutes ces affaires-là qui étaient pas mal, de connaissances générales, même en 1937. En tout cas, ce n'est rien pour entacher la réputation de Mackenzie King qui va se ramasser avec la face sur notre monnaie de toute manière. Oh là là, c'était pas assez pour se faire cancel dans le temps. C'était vraiment un cas parfait pour moi, cette affaire-là, parce que je peux tout sneak in, tous mes petits commentaires politiques, là, discrètement dans cette histoire de nazisme. Alors, je dis à cela qu'il faudrait peut-être revoir nos standards en termes de face de monnaie. Oui, voilà. Je pense qu'on a des meilleurs candidats. N'est-ce pas? Comme toi et moi. On pourrait être sur des billets de 1 piastre s'ils amenaient les billets de 1 piastre. Comme ça, là, avec nos petites faces. Ah oui, avec les mains sous le menton. Oui. Comme si on faisait un glam shot, là, dans les années 80. Ah oui. Habillé en jeans. Tout en jeans avec des petits sparkles. Yes, sir. Qu'à cela ne tienne, Adolf Hitler rassure Mackenzie King. Oui, le nazisme est un régime oppressif et répressif et épouvantable. Oui, il instaure à tour de bras des lois antisémites pour limiter les droits des populations juives. Des lois antisémites, pardon. C'est ça que j'ai dit? Ah ouais. Ok, parfait. Bon. Et oui, l'Allemagne s'apprête à envahir l'Autriche, mais Hitler dit que ses intentions sont purement pacifiques et il flatte Mackenzie King dans le sens du poil, à tour de bras. Quant à ses qualités humaines et politiques, il va même jusqu'à décrire notre premier ministre, dans son journal personnel, comme, et je cite, un homme d'une sincérité profonde et un vrai patriote. Il était bien hot, il était bien habillé. Good vibes only. Pour reprendre la blague de la classe américaine, moi, je suis un vrai démocrate. Pas comme George Abitbol. Non, mais Hitler semble bien aimer Mackenzie King et Mackenzie King lui rend bien et va même jusqu'à inviter un certain Hermann Göring, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, à venir chasser le gros gibier au Canada. Tu sais, le bras droit de Hitler qui est un des pires hommes qui a jamais existé et qui est pas mal aussi terrible qu'Hitler, peut-être même pire. Eh bien, apparemment, Mackenzie King voulait bien gros l'envoyer sur l'île d'Anticosti chasser des ours. Attends, on va aller chasser, puis après, je vais te faire goûter le ragoût de pâte de cochon de ma femme. Ça va être le fun. Oui! Ça va être super avec les petites boulettes, puis à côté, on pourra faire des pétates pilées. Mais attends, peut-être que Mackenzie King, peut-être qu'il voulait faire un Dick Cheney. Wink, wink. Ou je lui prête trop d'intention. Oh... Je ne sais pas. Je pense si tu veux lui donner le bénéfice du doute, on va le faire, écoute. Ah, je pense que non. Alors, bien sûr, on est en juin 1937. Donc, quelques semaines plus tard, quand Hermann Göring approche Mackenzie King pour organiser une visite de l'île d'Anticosti, sous prétexte de pouvoir y implanter des usines d'exploitation forestière et de pâte et papier, leur petite sortie de bro. Mackenzie King accepte avec grand plaisir. Venez-vous-en! Ben, venez-vous-en! Et donc, à l'automne, amène donc ta gang! Un petit groupe de 13 délégués allemands viennent faire du repérage sur l'île d'Anticosti. Ah. Bon. Sauf que, prochaine partie de Retour à Duplessis, Papa Duplessis, lui, là, ça y fait pas plaisir pantoute cette histoire d'exploitation forestière sur l'île d'Anticosti par les maudits Allemands. Il semble avoir décidé que c'était sur cette colline-là qu'il voulait mourir, sur la colline de l'antinazisme. Alors, le 8 décembre 1937... C'est une excellente colline. N'est-ce pas? Je vous la recommande.
je veux dire, il y a celle-là, puis il y a celle de tous les problèmes triviaux. Là. Fait qu'effectivement, c'est une bonne colline sur laquelle mourir, celle de l'antinazisme. Comme celle-là, le droit à l'avortement, c'est des bonnes collines sur lesquelles vous installez pendant vos soupers de Noël avec votre famille. Avec votre famille. Faites un Maurice Duplessis de vous-même, c'est ce qu'on vous conseille. Non. Alors, le 8 décembre 1937, Maurice Duplessis fait une sortie dans les journaux pour dire, et je cite, « Anticosti est situé à... » Il faudrait que je fasse des voix, là, parce que j'ai trop de citations. « Anticosti est situé à l'avant-poste de la province de Québec, à un endroit stratégique. En aucun cas, notre gouvernement ne délaissera son devoir de protéger notre territoire contre tout danger venant de l'étranger. » Fin de la citation. C'est non, moche noire! Alors, est-ce ironique quand on pense que Duplessis va bientôt vendre des ressources québécoises aux Américains dans les années 50, tu sais, comme les forêts, l'exploitation minière, tu sais, avec les Anglos qui vont venir s'enrichir sur le dos du monde, oh my God. Qui va finir par comme mener à la crise d'octobre. Oh my God, Catherine, ça là, c'est le dos de Maurice Duplessis. Je vais te demander de débarquer. Oui. Parfait. Parce qu'après tout, il a fait une grande chose, il voulait refuser qu'on vende l'île d'Anticosti aux Allemands. Hey, il a dit non aux Allemands. À cause de ça, la tension monte entre Québec et le Canada. Ah, ça, c'est jamais arrivé, ça. Non. Chose qui n'arrive jamais. Il n'y a pas de raison pour laquelle on appelle ça Québec et le Rest of Canada. On s'entend très bien, ça va très bien. C'est nous autres, tout le reste du monde nous haïsse. Et là, ça ne semble pas préoccuper les intérêts allemands dans... Oh, pardon. En tout cas, la tension monte entre le Québec et le Canada, comme je l'ai dit tantôt, qui, lui, ne semble pas se préoccuper du tout des intérêts allemands dans l'île d'Anticosti, jusqu'à ce que, le 14 avril 1938, le premier ministre Duplessis fasse une autre sortie publique pour dire que non seulement il ne veut pas vendre Anticosti à des maudits Allemands sales, mais qu'en plus, il ne va pas vendre à des intérêts étrangers en général. Take that, maudits Américains qui en ont après nos forêts puis notre hydroélectricité, restez chez vous, dit Duplessis. Cette déclaration assez bien vieillie. N'est-ce pas? Alors, Duplessis ordonne donc à la Consolidated que le premier qui vend nos ressources à l'étranger me jette la première pierre. Exactement. Wow, on va recommencer le nom de la compagnie. J'ai eu bien de la misère à le dire, c'est juste 3 mots pourtant. Duplessis ordonne donc à la Consolidated Paper Company, qui run l'île d'Anticosti et son exploitation forestière, de cesser toute négociation avec les Allemands sous prétexte qu'ils sont sans doute des maudits nazis sales. Arrêtez de leur parler, ghostez-les! Ouais, va les ghoster. Et là, les Allemands, dans un move pas sauce pantoute, ont décidé de ghoster l'île d'Anticosti et ont quitté subito presto, laissant tout leur bagage derrière. Ah! Oh non, ils ont laissé toute leur trompette Ricola. Puis leur lederhosen. Puis leur saucisse. Puis leur choucroute. Leur saucisse et leur choucroute. Et leur gros botte de bière. En forme de botte. Entschuldigen Sie, ont-ils dit en partant. Ce qui veut dire excusez-moi. Donc... Entschuldigung. Alors, prochaine partie. Hey, je connais tellement des mots allemands. Ça va bien. On s'excuse aux Allemands et aux Allemandes qui nous écoutent. On est sûr que vous êtes sympathiques. J'ai vraiment un blanc. Pourtant, j'ai eu une très bonne amie qui est autrichienne et m'a appris plein de mots d'allemand. Puis là, il n'y a rien qui me vient en tête à part Entschuldigen Sie. Donc, je peux vous dire... tiens, Guten Tag, c'est le prochain. Prochaine partie, la visite du délégué mystère qui arrive et dit Guten Tag, qui veut dire bonne journée. Comme bonjour. Mais là, si la menace de l'achat de l'île d'Anticosti semble passer parce que les Allemands en sauce sont partis en laissant tout le bagage derrière, il n'en reste pas moins que la population est très inquiète par rapport à la menace nazie. Par exemple, pendant ce temps... parmi nous! Ben, il y en avait, c'est ça, je vais compter. Par exemple, pendant ce temps, un homme du nom de Émile Karl Gerhardt fait son arrivée en sol canadien. Nom très subtil. L'homme se présente, Émile Karl Gerhardt, avec des R, des H, des D, des T, comme tous les bons mots allemands. Voilà. L'homme se présente comme étant un journaliste qui représente les intérêts du chancelier allemand, tu sais, Adolf Hitler, you know, the one. Qui vient rencontrer les premiers. You know who I'm talking about? You might have seen him. Il a une petite moustache. C'est quand même une petite célébrité par chez nous. Il est donc un journaliste qui représente les intérêts du chancelier et qui vient rencontrer les premiers ministres Mackenzie King et Duplessis pour discuter de... on ne sait quoi. C'est un mystère. Et il n'en faut pas plus aux journaux pour courir avec la nouvelle et crier sur tous les toits que les Allemands viennent d'envoyer un espion nazi pour espionner le Canada! On l'a vu avec ses petites jumelles. Éventuellement, les journaux pensent avoir découvert l'identité réelle de cet homme étrange. Il s'agirait... c'était son nom de
non pas... De code. C'est son nom de code, mais son vrai nom est comme pareil. Donc, il s'agirait non pas de Émile Karl Gerhardt, mais bien de Karl Rudolf Gerhardt. Un Montréalais président... Non, je ne suis pas Audrey Boutin, je suis Julie Boutin. Haha! Je ne suis pas Audrey Boutin, je suis Julie Audrey Boutin. Haha! Donc, Karl Rudolf Gerhardt est un Montréalais. Il est président de la Deutscher Bund, une association pro-nazie canadienne. Le Karl Rudolf en question fait une sortie dans les journaux pour tenter d'apaiser la populace. Il affirme ne pas être Émile Karl Gerhardt, même s'ils ont le même nom, et n'avoir aucun lien avec Hitler. Non, regardez, Émile Karl Gerhardt, il porte des lunettes et moi, je ne porte pas de lunettes. Voilà, haha. Moi, j'ai eu mon makeover comme dans le journal d'une princesse et je ne porte plus de lunettes. C'est fini. Il est peigné Désormais, à gauche. mes cheveux sont lisses. Oui, Il c'est est ça. peigné à gauche, je suis peigné à droite. On est deux personnes complètement différentes. Il porte des nœuds papillons, je porte des cravates. Pas la même personne. Nous ne sommes pas la même personne. Bon, ça ne suffira pas pour apaiser le public et la question va aller jusqu'à être débattue dans la Chambre des communes pour une raison qui m'échappe totalement, où l'on demande au secrétaire d'État, M. Fernand Rinfret, d'attester quant à l'identité de Karl Rudolf Gerhardt. Ah ouais, Rinfret. Ah ouais, Rinfret. On lui demande, est-ce que Karl Rudolf Gerhardt est vraiment un Montréalais ou ne serait-il pas plutôt un Allemand naturalisé? Qui n'est même pas né à Montréal? Non! Est-ce que c'est un fasciste de... Oui! A-t-on besoin d'avoir peur? Alors, le secrétaire d'État confirme rapidement que, oui, Gerhardt est un Allemand naturalisé qui n'est pas né à Montréal. On t'a pas gay! Et ça, bien sûr, ça n'apaise personne. Le leader de l'opposition, R.B. Bennett, est inondé de lettres quant à l'identité de Gerhardt. Et le 2 juin, il en reçoit justement une qui lui confirme que Gerhardt serait en fait un envoyé d'Hitler au Canada. En d'autres mots, un espion qui est pas très bon pour se trouver un nom de code. En effet. Et qui n'est pas très bon en déguisement. Non plus. L'auteur de la lettre qui dévoile la véritable identité de Gerhardt est un Canadien d'origine allemande résidant à Edmonton. Il raconte, et je cite, « Gerhardt a essayé de m'embrigader dans un mouvement nazi pro-Hitler et il m'a même suggéré de l'aider financièrement. Il tentait fébrilement de m'impressionner par son intimité avec le chef de la propagande nazie, Goebbels. Joseph Goebbels. Apparemment, fin de la citation. Apparemment. T'es impressionné, hein? Check ça. Ouais, c'est mon best. Je le connais. C'est du gros name dropping. Ouais. Là, moi, je t'ai ami Facebook avec Xavier Dolan. Voilà, c'est l'équivalent de ça qu'il faisait. La fois que j'ai croisé Pierre Lapointe dans les toilettes d'un théâtre. L'autre jour, on déjeunait puis on a vu Jean Leloup, ça c'est vrai, hein? Dis-leur, Audrey. Ouais. On l'a vu, il était là, il était au téléphone, maintenant, on l'a pas dérangé. Voulez-vous joindre notre club? On le connaît, Jean Leloup. Donc, apparemment, ceci est emblématique du fait qu'il y avait pas mal de sympathisants nazis au Québec, ce qui est pas belle fun. Et si vous avez regardé Nos étés saison 3, vous savez déjà de quoi je parle. Oh! La femme d'André Jules! Oh! À travers tout ça, et malgré son semblant d'amitié avec Adolf Hitler, le premier ministre Mackenzie King se dit préoccupé par toute la question de l'île d'Anticosti. Not a minute too soon! Ça fait comme quasiment 1 an, là, cette histoire-là. Ah, il s'est rendu compte que son nouveau bestie, il a menti. Fait qu'il a retourné son bracelet de l'amitié. Oui. Qui était comme un demi-cœur. Oh. Il y avait comme un FF dessus, parce que c'est des BFF. Meine Freund. Alors, la question de l'île d'Anticosti est de nouveau soulevée, de plus en plus fréquemment dans les journaux, mais les membres du gouvernement de Mackenzie King et de l'opposition l'abordent aussi très souvent dans la Chambre des communes. Mackenzie King écrit dans son journal, et je cite, « J'ai dit que si les circonstances le nécessitaient, j'aimerais utiliser l'île d'Anticosti pour une base aérienne et Grosse-Île pour une autre, et de cette façon assurer une défense permanente de la voie du Saint-Laurent. » Fin de la citation. Cela dit, selon Hugues Théoret, et je cite, j'ai envoyé des citations, c'est seulement lorsque les U-boats commenceront à torpiller les navires dans le golfe du Saint-Laurent, en 1942, donc 4 ans plus tard, que la Défense nationale va se préoccuper sérieusement de la tentative d'acheter l'île d'Anticosti par les Allemands en 1937. Ouais. Not a minute too soon, comme j'ai dit. Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose là, gars. Prochaine partie, on déploie le Star Destroyer. Oh my God! On dirait qu'on est dans Star Wars! Star Wars! Oui, c'est là qu'on est en juillet 1938. Dans ce que Hugues Théoret considère comme une tentative d'apaiser le public et les membres du gouvernement, sans doute,
Le ministère de la Défense déploie un destroyer pour patrouiller les côtes d'Anticosti et assurer la protection du fleuve. C'est le Touchez pas nos baleines! NCSM Skina. Oh oh! Voilà. Le NCSM. Touchez pas nos baleines! Non, touchez pas aux baleines et aux belugas. Le NCSM, ça veut dire Navire canadien de Sa Majesté. Avouez que c'est Oh! NCSM. C'est le bateau Le de la destroyer. reine. Dans ce temps-là, c'est le bateau du roi. Ben oui, hein. C'est le papa de la reine. C'est vrai. Donc, le destroyer. The King's Speech. Exactement. Colin Firth. Donc, Colin le Firth. destroyer patrouille les côtes et fournit un rapport au gouvernement pour dire qu'il ne semble y avoir rien de louche sur Anticosti pantoute. Il n'y a pas de nazi par là, mais il y avait un écureuil un petit peu shifty. Il y avait un orignal avec comme un lance-torpille, mais à part de ça, c'était bien correct. Les fameux U-boats de la marine allemande, appelés la Kriegsmarine, ne sont pas en vue. En passant, U-boat, ça vient de Unterseeboot, qui veut dire en dessous du lac bateau. Wow. C'est le fun, l'allemand, parce que c'est des mots qui sont tous mis ensemble pour faire des nouveaux mots. Ça veut tout dire. Unterseeboot. Ça veut tout dire. En octobre 1939, le commandant J.P. Brunet de la GRC soumet un rapport à son officier supérieur qui lui provient d'un certain capitaine Germain de la Marine royale. Oh! Celui-ci affirme que ses hommes patrouillaient la côte d'Anticosti quand ils ont repéré un U-boat allemand. Ils l'ont observé, avec des jumelles sans doute, pour constater que celui-ci se ravitaillait à un dépôt à Bearhead sur l'île d'Anticosti. Oh, les mots Et t'as là- dit. Là, il y a une certaine confusion, parce qu'apparence que les navires de la GRC, qui savait que la GRC avait des navires, pas moi, Pas moi non plus. ont tous été pris en charge par la Marine royale et à cause de ce changement de garde, personne n'était capable de corroborer l'affaire du sous-marin allemand. Donc, pour cette raison, la GRC demande à la Marine de faire enquête pour vérifier si c'est vrai, parce que si c'est vrai que les sous-marins allemands viennent se ravitailler sur l'île d'Anticosti, mais c'est une grosse menace pour le Canada, là, quand même. Là. Parce que tous les navires passent près de l'île d'Anticosti pour se rendre à Québec et Montréal. Les navires marchands et aussi les navires militaires, tu sais. Fait qu'il faut... Il pourrait se faire gun down. Exactement, il faut protéger tout ça. Fait que si c'est vrai qu'il y a des sous-marins allemands dans ce coin-là, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Alors, le 20 octobre, on est rendu en 1939. Sur les ordres de la Marine royale, le NCSM Laurier quitte le port d'Halifax en direction d'Anticosti, avec à son bord des agents de renseignement de la GRC, les constables Mackenzie, Wilkins et Gratton. Le navire accoste à Fox Bay sur Yay! Anticosti. Yay! Let's go, Le Gratton. 21 octobre, et les policiers entreprennent de questionner la famille de Bernard Lejeune, qui sont les seuls résidents dans la baie, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Oh, on les a pas vus passer. Exactement. Ceux-ci affirment ne jamais avoir entendu parler de caches de sous-marins allemands dans leur coin de l'île. Par contre, Bernard Lejeune dit aux policiers qu'il a parlé avec le gardien de phare de Pointe-Carleton sur Anticosti et que celui-ci aurait vu une lumière suspecte se promener à 3 ou 4 milles nautiques du phare. Mystère. Oh non. Alors, les braves policiers Mackenzie, Wilkins et Gratton font un deuxième arrêt à Bearhead pour inspecter la supposée cache pleine de stock qui ravitaille les maudits nazis. Mais rien de suspect n'est à déclarer. Mais là, à cause de Gratton, j'imagine comme Elvis Gratton contre les nazis. Ce serait un excellent film. Non, ce serait un très bon film, effectivement. Donc, Mackenzie, Wilkins et Gratton font ensuite un troisième arrêt à un endroit qui s'appelle Pointe-à-la-Vache. J'aime beaucoup les noms. Le navire croise alors un petit bateau à moteur et interroge son pilote. Celui-ci n'a rien de spécial à déclarer non plus, n'a jamais entendu parler d'une cache aux nazis et n'a jamais vu de sous-marin. Alors finalement, le NCSM Laurier fait un arrêt à la rivière à la patate pour y rencontrer un employé de la Consolidated Paper Company qui lui aussi n'affirme n'avoir rien constaté de spécial. Ça n'avance pas bien cette enquête. Et oui. Je sais même pas c'est quoi un nazi. J'en ai jamais vu. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Je sais pas ce que ça mange en hiver. Alors, tout ça, c'était juste une excuse pour vous informer du fait qu'il existe des endroits qui s'appellent Pointe-à-la-Vache et Rivière-à-la-Patate qui me fait bien sourire. C'est cute. Alors, le NCSM Laurier continue à interroger du monde un peu partout, à Anticosti, sur la Côte-Nord, et tous affirment ne jamais avoir entendu parler de rien de cela et n'avoir rien vu de suspicieux. Alors, les braves policiers, incluant le policier Gratton de la GRC, font un rapport pour dire que les rumeurs concernant la présence de sous-marins au large d'Anticosti ne semblent pas fondées. Pas d'Allemand ici. Bref, tout le monde est en sécurité et tout va bien pour l'instant. Dormez sur vos deux oreilles. Oh yes. Mais ça ne saurait que changer dans les prochaines années, là. C'est le début de la guerre. Non.
Pendant quelques années, c'est le calme plat dans la vallée du Saint-Laurent. Et par calme plat, je veux dire que les navires de la Marine royale patrouillent sans rien voir de suspicieux et que la Marine royale canadienne est en train de se remplumer pour aider l'effort de guerre. Ah, Voyez-vous, lorsque la guerre est déclenchée en 1939, la Marine royale a 13 navires et 3000 hommes. C'est comme pas très, très impressionnant et comme pas vraiment, vraiment prêt à faire la guerre nautique, tu sais. mais en même temps, on avait prévu rester de notre bord. Ben, c'est ça. Mais tu sais, pendant ce temps-là, les maudits U-boats allemands se sont donnés pour mission de couler les navires alliés traversant l'Atlantique, faisant de plus en plus de ravages, et on se doute que les U-boats se rapprochent de la côte canadienne. Alors, we're gonna need a bigger boat! No! Et un bigger flotte de la marine royale! Bigger float! Bigger float! Non! En 1942, on va enfin avoir la preuve de la dangerosité des nazis! T'attends? Le 12 mai 1942, un navire canadien, le SS Nicoya, est torpillé par un U-boat de la Kriegsmarine allemande au large de Pointe-à-la-Frégate en Gaspésie. Oh non! 6 personnes sont tuées. Le U-boat allemand torpille ensuite le cargo néerlandais Leto, à peine quelques heures plus tard. Le ministre de la guerre, Angus MacDonald, qui a un très beau nom, dit que l'heure est grave. C'est la première fois que le Canada est attaqué sur son propre territoire depuis 1812. Les attaques vont se multiplier par la suite. Entre mai et octobre 1942, pas moins de 20 navires canadiens seront coulés par les U-boats, qui semblent circuler bien à leur aise dans l'estuaire du fleuve. Avec les Une rumeur baleines. refait surface. Avec quoi? Ils sont Avec les bien mis baleines? avec les baleines. Toujours. Une rumeur refait surface, celle que les Allemands qui avaient visité l'île d'Anticosti aient acheté des cartes du coin. Ce que le gouvernement cartes du Plessis postales. va véhément nier, mais qui expliquerait peut-être pourquoi ils semblent connaître l'estuaire du fleuve du Saint-Laurent comme le fond de leur poche. C'est parce qu'ils ont demandé aux baleines et les baleines les ont aidés. Ils sont allés dans un petit dépanneur et ils ont acheté des petites cartes du coin et ils ont constaté « Ah ben, ce serait bien swell ici pour passer avec un sous-marin. » Ah oui, ici, ça passe, il y a de la place. En septembre 1942, la marine demande l'aide de l'aviation royale parce que les sous-marins se font couler à la vitesse de la lumière. L'aviation déploie alors des avions pour spotter du ciel les sous-marins, ce qui est une pratique que je ne pensais pas qu'il existait. Comme un battleship. Parce que me semble que comme... G5! Mais genre, va plus profond avec ton sous-marin, ils te spotteront pas. Ouais, c'est ça. Ah, touché, coulé! Ah zut! Alors, le 8 septembre 1942, une torpille lancée en direction d'un navire manque sa shot et va exploser près de la côte, à Saint-Yvon. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que cette partie s'intitule « À la boum à Saint-Yvon ». À la boum, boum, boum. Alors, il y a une torpille qui éclate près de Saint-Yvon. Oh non! L'onde de choc est tellement grande que ça fait exploser les vitres des maisons avoisinant la côte. Ben voyons donc. Et à partir de ce moment-là, en Gaspésie et sur la côte nord, on se prépare à l'invasion imminente et on est en mode full trash metal protection. Les fenêtres des maisons sont obscurcies pour que les lumières ne soient pas repérables du fleuve et même les phares des voitures sont peinturés de noir. Heureusement, l'attaque sur Saint-Yvon, qui n'en était pas une pantoute, parce qu'il y a personne qui essaie de tirer les maisons à Saint-Yvon, là, elle ne se répétera pas. C'est juste un accident. My bad. C'était juste un accident. Pendant cette période, la présence de U-boats allemands dans le fleuve ne fait plus l'ombre d'un doute. On sait que Puis vous êtes où c'est là. que ça se ravitaille? On le sait que vous êtes là, mais où c'est que vous vous ravitaillez, ma gang de vous? La gang de Ben, clapets. Sur l'île d'Anticosti. Oh. À propos de cette période, Charlie McCormick, notre sympathique habitant d'Anticosti de tout à l'heure, a dit « Parfois, le soir, surtout sur la côte sud de l'île, nous entendions le bruit des dynamos d'un sous-marin qui faisait surface pour recharger ses accumulateurs, mais je vis moi-même un seul sous-marin durant toute la durée de la guerre. C'était dans la baie des Ours, sur la côte nord de l'île. » J'ai dit les ours comme une. T'es où? Comme une ours. Les ours. Vous avez entendu mon bel accent québécois. Fin de la station, il restait suite de la station n'est pas finie. Il restait en surface un court moment avant de plonger, mais son télescope demeura visible jusqu'à ce qu'il prenne le large. Fin de la station. Marie reprenait son souffle. Prochaine partie. On est Ok, retourne. go. Prochaine partie. En route vers les pires espions. Oh non. S'il y avait un gala des pires espions, ce serait ça, là. J'ai hâte. Mais Animé malgré par toutes Maxime ces explosions et tous ces... Oh, yes! Et tous ces U-boats qui coulent des cargos et des navires quelconques, la menace ne vient pas uniquement de la présence des U-boats. Parfois, elle sort des U-boats pour venir nous infiltrer jusque dans nos terres!
Pas de nazis chez nous! Allez-vous-en! Le 9 novembre 1942, un espion du nom de Alfred Waldemar von Janowski, tabarnouche, ils ont tout un des nom. noms, eux autres. Alfred Waldemar von Janowski quitte le U-518 à bord d'une chaloupe et rame jusqu'à New Carlisle dans la baie des Chaleurs. M'en bien! Janowski a la fin trentaine, un teint blafard et des grosses poches en dessous de ses gros yeux globuleux. Il est, vous l'aurez deviné, un espion à la solde du Abwehr, les services de renseignement nazis, et il est venu au Québec pour espionner les pauvres pêcheurs de la Gaspésie. Non. Alors? Je suis un petit touriste. Je suis venu voir le rocher percé. Je ne suis qu'un touriste, un simple touriste qui vient voir le Canada. Et flatter Voilà. une coupe de foot passant. C'est pas super mon accent. Donc, Alfred Waldemar von Janowski se rend à un hôtel à New Carlisle. Il se refait une beauté et planque son stock d'espions avant de se diriger vers le restaurant de l'hôtel, où son travail d'espionnage va enfin pouvoir commencer. À lui la gloire! Parlez plus fort dans mon micro qui est caché dans mon décolleté. Il entreprend une discussion avec le propriétaire, un homme du nom de Earl Annett Jr. Janowski prétend qu'il habite à Québec et veut savoir le gosse de la Gaspésie, mais Annett le trouve pas mal louche. Voyez-vous, Janowski s'exprime avec un fort accent allemand qui est sans doute bien meilleur que le mien. Puis il y a un bout de saucisse pogné dans sa moustache. Non, mais il allume aussi ses cigarettes avec des allumettes qui viennent de la Belgique, tu sais, un pays sous occupation allemande. Et puis, il paye son déjeuner avec un billet de banque d'une batch qui a été retirée à la circulation en 1937, l'année de l'expédition à l'île d'Anticosti. Et aussi, il a une forte odeur de diesel. Tu sais, là, le diesel qui est le carburant des sous-marins. C'est ça. Michael Fassbender, dans Inglourious Basterds, était un petit peu plus discret que ça. Était bien meilleur que ça. Alors, coudon, je vous demande... Était-ce le pire espion de tous les temps? Il me semble que même moi, j'aurais pu faire mieux que ça, avec mon faux accent allemand. Il me semble que c'est une bonne candidature. Quand même, hein? Donc, avant de quitter l'hôtel, Janowski demande à Annett à quelle heure part le prochain train pour Montréal. L'hôtelier lui répond qu'il devrait aller voir à la gare, mais c'est ça, il dit « Vous devriez aller voir à la gare, dans mon front, il n'est pas marqué Radio Réveil » pour faire une autre joke de la classe américaine. Et dès que Janowski est sorti de l'hôtel, Annett demande à son fils de contacter la police provinciale. Alors, la SQ procède à l'arrestation de Janowski dans le train et immédiatement, Janowski avoue qu'il était un espion en chemin vers Montréal. Vous m'avez eu! Avec... je ne m'obstinerai même pas. Je suis un Allemand. Ich bin ein Allemand. Ein Deutschmann. J'étais tellement proche, j'étais proche. T'étais proche. Donc, il a dit qu'il était en chemin vers Montréal pour entrer en contact avec Adrien Arcan. Vous en avez déjà peut-être entendu parler de cet homme-là. C'était le chef du Parti national chrétien. Personne sympathique. Il devrait avoir une murale en son honneur. Et puis là, sa consécration de pire espion de tous les temps est officielle parce que, en plus d'avoir été spoté dans sa première journée de job, Janowski se rendait à Montréal pour rien parce qu'Adrien Arcan est en prison depuis 2 ans. Il y a le temps qu'il rende visite en prison, là, puis il donnait un petit panier avec un pain avec une lime dedans. Là. Oh my God! Peut-être, hein? C'est peut-être pour ça. Comme dans Scooby-Doo, je là. donne pas assez le bénéfice du doute. Comme dans Scooby-Doo, ils ont enlevé son masque, puis là, il y avait une petite pine nazie, là, son collet. Peut-être qu'il allait y donner un boyau d'arrosage pour qu'il puisse se sauver comme Lucien Rivard, là, de la prison de Bordeaux. On s'en rappelle, tous les barreaux de la prison de Bordeaux. Non, je m'en vais arroser une patinoire. Tous les barreaux s'en rappellent. Alors, c'est ça. Adrien Arcan, il était en prison pendant ce temps-là parce que dans le temps, au Canada, on incarcérait les gens qui étaient soupçonnés de fraterniser avec l'ennemi, que ça soit vrai ou non, en plus des wannabes nazis comme Arcan. Et on envoyait aussi dans les camps de prisonniers, tu sais, les familles allemandes, italiennes et japonaises, sans plus de discrimination que ça. Donc ça, c'était comme très cool. Un nom italien, on t'envoyait dans un camp pendant la guerre, puis c'était pas même grave que tu sois fasciste ou non. Puis le Nick Romano était quoi? Hey, ciao, ben là! Ciao! Mais lui, avec ses gros bras, c'est sûr qu'il aurait punché 2-3 gardiens de prison. Bang, 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 puis il serait sorti. Il aurait écarté les barreaux avec ses bras. Hey! Faut que j'aille donner des chalets! À mon avis, on pourrait sans doute un jour... oui, c'est ça! Tous pour un chalet! Faudrait sans doute un jour qu'on fasse un épisode sur les camps de prisonniers, parce que c'est pas trop kosher comme histoire, comme on dit. Après l'histoire de l'esclavage, on va continuer les moments terribles du Canada. Fait que là, vous vous dites sans doute qu'à ce stade-ci, là, la carrière d'espion de Janowski est pas mal capote, comme disent les Allemands. Que nenni, je vous réponds.
Suite à sa brillante mission en sol québécois, Janowski a été shippé en Angleterre et il est devenu un agent triple à la solde des Alliés en espionnant les nazis pour les British. Fait qu'en plus d'être poche, il n'y avait pas de principe. Ça a été vraiment rapide de flipper cet Allemand-là. Pareil comme un pancake, on l'a flippé. Exactement. Flippity flip. Il était comme une petite crêpe. Flip. Alors... C'était pas un redemption arc. Fun fact, pour finir cette histoire sur Alfred Valdemar de Janowski. Non, il n'y a pas de redemption arc, lui. Mais fun fact, le nom de code de Janowski pour l'intelligence des Alliés, c'était Watchdog, chien de garde. Et pour l'intelligence nazie, son nom de code était Bobby. C'est ça. C'était pas mal plus funky en Angleterre. Bobby. Bobby a débarqué à New Carlton. À New Carlisle, où est-ce qu'il était tantôt? Je vais être Aigle Noir. Non, tu vas être Robert Gratien. Quoi? What? Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre espion. Un autre espion, tout aussi poche, a aussi été envoyé au Canada. Comme quoi, soit l'intelligence nazie était mauvaise en tabarnouche, soit ils envoyaient leurs pires espions au Canada pour les tester. L'école des espions, ça allait pas fort. En tout cas, le deuxième espion... Non, c'est ça. Le deuxième espion, ça s'appelait Alfred... Opération Caméléon, n'envoyait pas ses meilleurs. Non, il n'envoyait pas ses meilleurs recrues. Opération Caméléon. En tout cas. Donc, le deuxième espion s'appelait Alfred Langbein. Si Alfred Langbein était poche, c'était non pas parce qu'il n'était pas discret, mais plutôt parce qu'il n'était pas vraiment un espion pantoute. Donc, Langbein est arrivé au Canada en 1942 avec une radio et la mission d'informer Berlin sur les convois d'approvisionnement en direction de l'Europe. Pour ce faire, le Abwehr, donc les services de renseignement nazis, lui avait fourni plusieurs milliers de dollars canadiens. Eh bien, au lieu de faire sa mission, Langbein a jeté sa radio et s'est installé dans le coin d'Ottawa en toute quiétude et s'est gentiment rendu à la GRC lorsqu'il a commencé à manquer de fric. Comme quoi, il voulait peut-être se sauver du régime nazi ou peut-être qu'il n'était pas travaillant. On se bat. Un autre crack flippé. Flippity flip. Mais lui a été... C'est ça, lui, il avait vraiment pas de principe. Il a même pas fait l'effort de commencer sa mission. Il était juste comme « de l'argent, gratis. Je vais aller vivre sur le bord du canal Rideau, faire un petit peu de kayak avec les canards, puis quand j'aurai plus de cash, je vais me rendre à la GRC. » Puis ça a bien fonctionné. Puis je vais tout leur dire. J'ai zéro principe. Alors, prochaine partie... zéro. Prochaine partie, les lèvres lousses coulent les navires. Je sais pas si vous aviez déjà entendu ce slogan-là. T'as-tu déjà entendu ça? Non. J'ai pas inventé ça. Loose lips sink ship? J'avais jamais entendu ça, non? Ah, mon Dieu, OK, oui. C'était pendant la guerre, c'est de ça que je vais vous parler. Justement, il y avait des posters de propagande pour dire que c'était important de ne pas parler aux gens parce que c'est peut que les gens soient des espions. Fait que là, si tu leur révèles des informations, ça se pourrait qu'il y ait des navires qui coulent à cause de toi. Donc, les lèvres lousses coulent les navires. À partir de 1943, par contre, le vent commence à tourner. Paraîtrait que les nazis ont de moins en moins l'avantage stratégique et que les journaux ont arrêté de rire de l'armée canadienne qui auparavant faisait pas mal dur à leur avis. Au printemps 1943... Avec nos 2 bateaux puis nos 53 soldats. 13 bateaux, 3000 hommes. Fine, je m'excuse. Okay, bon. Au printemps 1943, la défense stratégique du fleuve s'organise. Les autorités essaient de s'allier pour faire des missions conjointes de reconnaissance dans le fleuve et des radars sont installés à des endroits stratégiques en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Au total, 665 radars vont être employés par l'armée pour contribuer à l'effort de guerre. Il aurait pu rendre ça 666 comme le chiffre du diable, yes, sir. mais ils l'ont pas fait. J'allais dire, c'est décevant. Un de plus. Pour démontrer à la population l'efficacité des 10 radars, je vous ai dit tellement proche! Pour démontrer l'efficacité des radars, l'armée va même jusqu'à produire des films de propagande. La propagande était très importante à l'époque pour s'assurer que les gens n'allaient pas juste compter leur vie dans le détail 3-4 fois à des hommes louches qui sentent le diesel et qui ont un fort accent germanique. Et un bout de saucisse dans leur moustache. Des affiches et de l'argent qui n'est plus en circulation depuis 7 ans. Donc, par exemple, des affiches étaient produites en quantité industrielle et arboraient des slogans comme « I was a victim of careless talk ». Donc, j'étais une victime de jasette. Comment on dirait ça? Careless. Careless talk. Careless whisper. Donc, le careless talk, vous comprenez ce que je veux dire. C'était accompagné d'un homme à l'allure inquiétante et de l'image d'un sous-marin torpillé. Donc, le message est pas mal clair, même si on peut pas traduire careless talk. Et parallèlement à ça, le consulat allemand à Montréal aurait fait produire des films de propagande nazie
Mais ceux-ci auraient été saisis par le leader de l'Union nationale, notre bien-aimé Maurice Duplessis. Non, fais pas ça. Non! Chut, lâchez ça, on va vous envoyer dans un camp d'internement, là, comme les autres. Je vais vous envoyer avec ma gang d'orphelins. Que la propagande va même se répandre jusqu'à l'Assemblée nationale. Là-bas, notre cher Maurice va encore et toujours se vanter d'avoir bloqué single-handedly, c'est juste lui, qui a bloqué la vente de l'île d'Anticosti aux Allemands. Je leur ai fait le coup de la corde à linge quand ils sont arrivés. Schlack! Exactement, je leur ai fait un roundhouse kick d'en face, puis ils ont revolé jusqu'en Allemagne. Hey, ils ont eu peur! Donc, il va se vanter d'avoir bloqué la vente en ces termes, et je cite, « Si Hitler a des bottes si pesantes, cela est dû aux capitalistes anglais et américains qui lui ont fourni de l'argent pour se les acheter. Lorsque j'étais au pouvoir, j'ai empêché Hitler de s'installer à Anticosti, parce qu'on se rappelle que pendant la guerre, ce n'était pas Maurice Duplessis qui était le premier ministre du Canada. C'était Mackenzie! Non, au Québec, je parle. C'était Adélard Godbout? Ouais, je pense. Parce que Duplessis, il y a eu comme un gap. C'est ça. Fait que là, ça ne l'empêchait pas de faire sa grand gueule et de se vanter d'avoir été le seul à s'opposer aux nazis. Son attitude lui attire la foudre de ses opposants, qui trouvent que ça va faire tabarouette le vantage. On est en temps de guerre, on n'a pas juste ça à faire que de te donner des petites tapes dans le dos. Ouais, mais maintenant, en plus, aux États-Unis, si t'es contre le nazisme, t'es un communiste, c'est pas plus cool, parce qu'apparemment, il n'y a pas de milieu. Non, ça existe pas. T'es d'un bord ou de l'autre, puis dans les deux, entre les deux, c'est le no man's land. Voilà. Duplessis, maudit communiste! Donc, en fin de compte, les attaques des U-boats sur les sous-marins canadiens vont continuer jusqu'en avril 1945. La dernière attaque aura lieu le 16 avril, quand le U-190 va torpiller le NCSM Esquimalt. Selon Hugues Théoret, pendant la bataille du Saint-Laurent de 1942 à 1944, les loups gris, c'était le surnom qu'on donnait aux U-boats, ont coulé 23 navires dans les eaux du Saint-Laurent. Et en plus de ça, durant la bataille de l'Atlantique, donc pas juste dans l'estuaire, mais c'est proche du Canada en Atlantique, là, la flotte canadienne a perdu 29 navires aux mains de la maudite Kriegsmarine. Et puis, tout à coup, les batailles navales de l'Atlantique et du Saint-Laurent se terminent aussi abruptement qu'elles avaient commencé, parce que le 30 avril 1945, l'amiral Dönitz de la marine nazie lance une opération pour préserver l'honneur de la Kriegsmarine, qui perdait de plus en plus de vapeur. Tous les sous-marins restants ont l'ordre de se saborder. De remonter à la surface? Avril. Non, de se couler. Ah! Ils vont couler tout leur navire. OK. Ils vont se saborder. Wow. C'est ça. C'est la fin. Mais on était le 30 avril. Le 8 mai, c'est la fin de la guerre en Europe. Ouais. Donc, on était à la fin de la guerre. C'est juste pour ça. C'était pour pas que les sous-marins soient capturés par les forces alliées, là, qui ont sabordé tous les navires. L'armée nazie capitule donc le 8 mai 1945 et le 2 septembre, la guerre sur le front pacifique se termine à son tour. La guerre est finie. On a réussi à préserver la dignité de l'île d'Anticosti! Yeah! C'est nos écureuils! Fuck you! Conclusion, vive Maurice Duplessis! Not. Non, vraiment pas. De nos jours, il ne fait plus de doute que le Canada était dans la mire des maudits nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et que le bilan de morts et de dévastation aurait été bien plus élevé si l'île d'Anticosti avait été vendue en 1937, parce que là, les U-boats auraient eu une place pour se ravitailler. Pour s'installer, chiller. Un poste d'entrée stratégique dans l'estuaire du Saint-Laurent. D'une certaine manière, on doit la survie de bien des gens à Maurice Duplessis, ce qui est bien drôle à dire. Ouais. Depuis le temps, de nombreuses rumeurs ont été aussi véhiculées par rapport à la présence d'Allemands en Gaspésie pendant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que leur présence... Et leur présence a aussi été démontrée dans la région du Labrador quand, en 2012, une épave nazie a été découverte. Alors, qui aurait pu croire qu'un jour on féliciterait Maurice Duplessis pour sa bonne prise de décision, ici, à un peu de crime? Ouf, pas moi, je t'aurais dit... C'est la question sur laquelle je vous laisse. Merci d'avoir été des nôtres. Voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est fini! Les nazis, Anticosti! Je peux bouger sur ma chaise, faire plein de bruit, voilà. Ah, c'était tellement intéressant. Merci, partner. Voilà, fait que c'était le ultimate cas de politique et de nazisme. Oui, statement très controversé, le nazisme, c'est pas cool. Non, le nazisme, c'est pas chill. Ça suffit avec vos pépés, la grenouille, puis tout ça. Ouais, toutes ces affaires-là, retournez chez vous. Voilà. Je sais pas c'est où chez vous, mais retournez-y. Et d'ailleurs, on va se rappeler que pendant le convoi de la liberté cet hiver, il y en a qui paradaient avec des drapeaux nazis. Alors, malheureusement, ils sont restés. Il y a du monde qui trouve ça encore cool. Non, c'est ça.
C'est ça. Comme j'ai dit en ouverture, on le sait là, que comme c'est pas fini le nazisme, là, puis c'est ça. C'est pour ça qu'on se moque d'eux autres, parce que c'était comme pas tous les pogos les plus dégelés de la boîte, et on s'entend que les Allemands qui ont chipé ici, là, ceux qui se sont fait prendre, en tout cas, ils étaient vraiment pas bons. Il y en a peut-être des très bons qui se sont pas fait prendre. Mais ceux qui se sont fait prendre, ils étaient particulièrement terribles. J'aime surtout celui qui a même pas fait d'effort. Non, Il est juste mais arrivé, lui, il a je pense fait que coffre. c'est ça. Mon hypothèse, c'est qu'il essayait de se sauver. Ouais. Ce serait une bonne façon de se sauver de l'Allemagne nazie, là. Fait, c'est ça. L'affaire, c'est qu'on le sait pas. Il était peut-être juste paresseux, il était peut-être juste lâche. Il avait peut-être juste pas le goût d'essayer. En tout cas. Comment, il a même pas essayé? Mais c'est ça. Moi, je trouvais ça bien surprenant, mais c'est ça. Oui, on le sait qu'il y a des nazis qui sont venus, puis qui ont débarqué, puis je veux dire, il y a comme des artefacts nazis qui ont été trouvés à des places à Côte-Nord, puis en Gaspésie, puis on sait qu'ils ont été jusqu'au Labrador, parce que c'est ça, l'affaire du Labrador, je l'ai pas écrit, mais je l'ai lu dans le livre de Hugues Théoret, c'est qu'ils ont trouvé une place où il y avait un vieux poste radio qui avait été installé par des nazis, avec un radar et tout, là. Fait que, au Labrador. Oh my god, ils ont eu le Fait temps que de bâtir ça. on le sait que c'était... Oui, c'est ça, on le sait que c'était rendu jusque là-bas, ça c'est certain, mais c'est ça aurait pu être vraiment pire, puis on aurait pu perdre encore plus de vie s'ils avaient réussi à acheter de l'identicosti en 1937. Fait que merci Maurice Duplessis, puis pas merci pour tout le reste. Merci juste pour ça. On va te donner un pass pour ça, puis rien d'autre. Puis bientôt, on va revenir sur ton cas avec les orphelins Duplessis. Oui, vous êtes plusieurs à nous avoir écrit que vous aimeriez un épisode sur les orphelins Duplessis. Inquiétez-vous pas, Et j'aimerais vous l'offrir, si ça vous dérange pas que ce soit moi qui le fasse, avec toutes mes mauvaises jokes. Alors, inquiétez-vous pas, c'est dans la liste, ça va venir un jour. Ne désespérez pas, un jour, on va le faire. C'est sûr qu'on choisit nos cas un petit peu au gré de comment qu'on feel, mais ça va venir. Inquiétez-vous pas, on la connaît cette histoire, et un jour, ça va être livré dans vos oreilles sur les Spotify. Vous l'avez peut-être remarqué, moi, ça arrive très souvent que j'ai le goût de faire des cas qui sont plus détachés historiquement de nous autres. Je trouve que c'est plus facile de faire des jokes. C'est moins quand c'est vieux. Ouais, ben non, c'est ça. C'est comme, je sais pas. Puis on a l'impression que notre communauté de caféinomanes est d'accord avec nous que les nazis sont pas cool. Ben non, les nazis sont pas cool. On peut avoir un chandail I Heart Henry Morgenthaler, puis un autre chandail qui dit les nazis sont pas cool. Ça pourrait être le fun, ça. Et pour une raison quelconque, ça serait 2 t-shirts controversés. Pour des raisons différentes, effectivement. Effectivement. Mais si vous aimeriez aussi continuer à rire des nazis, on vous recommande l'épisode des pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne sur les Olympiques d'Hitler. C'était un excellent épisode. Vraiment, on vous le recommande. Catherine et moi, on l'a particulièrement aimé, cet épisode-là. Charles Beauchesne fait un vraiment meilleur accent allemand en français que moi. Puis il sait dire beaucoup plus de choses à part Ich bin un Allemand. Ich bin ein Allemand. Ich bin ein Deutschmann. Ich bin ein Allemand. Deutschmann. Alors, si vous voulez critiquer notre accent allemand, on vous comprend. On a fait de notre mieux, mais c'est correct. C'est correct. Ja. Vous pouvez. Nein. Et si vous voulez nous recommander des cas autres que les orphelins Duplessis, qui sont déjà dans notre liste, inquiétez-vous pas, vous pouvez nous écrire unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous recommander des cafés, des cas. Vous pouvez juste nous parler de vous autres aussi. Il y a des gens, des fois, qui vont juste nous parler d'eux et ça nous intéresse. On aime beaucoup entendre parler de vous, apprendre à vous connaître, chère communauté de caféinomanes. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook @unpeudecrime. On est sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Et bien sûr, si vous avez un petit 30 secondes, si vous pouvez nous donner une note sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Facebook, ça nous aide à grimper dans les charts et à trouver les oreilles d'autres caféinomanes pour se joindre à notre communauté. Et sinon, si vous aimeriez voir de quoi Catherine et moi on a de l'air en chair et en os et que vous habitez dans le bout de Québec, nous allons être de retour au Café Saint-Suave pour vous faire des histoires live de crimes. Alors, elles seront meilleures que celles de l'année passée. On ne fera pas d'histoires de fantômes, mais finalement, on a décidé, Catherine et moi, que finalement, on n'aimait pas ça tant que ça, les histoires de fantômes, mais c'est pas... Non. C'est correct si vous aimez ça, il y a vraiment pas de problème. On s'est juste rendu compte que c'était pas notre tasse de café. Non,
Mais c'est parce que c'est vraiment le fun, mais nous autres, c'est historique, notre affaire. Fait que c'est dur de trouver des histoires de fantômes qui sont pas juste des légendes. C'est ça. Puis on aime beaucoup les codes courts aussi. On aime vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé pendant les procès, les législations. Donc, Oui. malheureusement pour nous, it doesn't hit the mark. Donc, on fera pas des histoires de fantômes cette année, mais on vous promet que ça va être des très bonnes histoires de crimes qu'on va vous raconter. Si ça vous intéresse, au moment où l'épisode va paraître, je sais pas si les billets vont déjà être en vente et je sais pas à quel prix non plus. Je m'excuse, je sers vraiment à rien. Donc, quand on va publier l'épisode, je vais mettre ça au clair. Et ça va être au Café Saint-Suave, qui est situé à Québec directement, qui est un... Dans le quartier de Limoilou. Non, c'est pas Limoilou. C'est Saint-Roch? Oh my God, je me rappelle plus. Okay. Non, mais c'est Saint-Roch. Non, j'ai l'impression que c'est Limoilou! On va nous reprendre pour ça, c'est certain. Alors, c'est un... Saint-Suave. Si vous êtes aussi déjà dans la région de Québec et que vous ne connaissez pas le Café Saint-Suave, c'est un café LGBTQIA+, qui est aussi une librairie. Alors, vous pouvez prendre un bon café, lire un bon livre, il y a des plantes, c'est vraiment très mignon comme endroit et c'est pas en plein milieu de la capitale. Alors, si vous voulez un coin un peu plus relaxant, où il y a moins d'action, loin des touristes, c'est vraiment un excellent spot pour aller relaxer. Et nous y serons en octobre. Je sors mon calendrier subtilement. C'est rien de ça, c'est dans le quartier Saint-Sauveur. Ah, quartier Saint-Sauveur. J'étais même pas proche. Alors, je regarde mon calendrier. Nous y serons le 15 octobre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, pardon, je regardais septembre. Nous serons là le soir du 15 octobre prochain pour vous raconter des histoires de crimes. On devrait aussi avoir de la marchandise avec nous, si ça vous intéresse. Absolument. Et si vous ne pouvez pas y être, il n'est pas exclu que nous enregistrions Nous enregistrions... On va s'enregistrer. Mon Dieu, je suis plus capable de conjuguer des verbes! Donc, il n'est pas exclu qu'on enregistre un jour, voilà. Notre épisode, c'est ça. Donc, on fasse son enregistrement suite à notre prestation au Saint-Suave. Mais bien sûr, c'est une belle occasion pour venir jaser avec nous autres, puis voir de quoi qu'on a de l'air, puis venir boire du bon café et découvrir un magnifique commerce. Exactement. Et encourager, justement, les propriétaires du Saint-Suave qui font partie de notre belle communauté de caféinomanes et qu'on remercie de nous avoir réinvités cette année. C'est vraiment cool. On a hâte de vous revoir. Et soyez pas gênés. Venir jaser avec nous, ça nous fait toujours plaisir. Faut juste passer outre nos bodyguards qui sont nécromano. Non, c'est une joke. Mathieu Baron avec ses gros bras, qui veut pas... Approchez-vous pas. Ouais. Non, hey! Ouais! Je sais pas mon chalet! Non! Il est pas à vous, ce chalet-là. C'est tellement bon, tous pour un chalet. Je peux te compter tous pour un chalet dans les 2 minutes de Babine? C'est les 2 minutes d'un chalet. 2 minutes d'un chalet! Le chalet! Alors, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, on est super contente. Si vous en avez eu assez pour la journée, on vous dit à dans 2 semaines pour plus de crimes et plus de café. Mais si vous dites non, adieu! I want more! More, more, more! Comme dans la chanson de Billy Idol. Alors, restez avec nous et on va vous raconter ça. 2 minutes de Babine, 2 minutes au district 31. À tout de suite. Yes. Ça commence maintenant tout de suite, là. Les 2 minutes de Babine. Fait que là, mon chum. Yes, sir, partner. Je voulais te conter une histoire, mais finalement, j'ai réalisé que je t'avais pas conté le début de l'histoire, que m'a conté le début de l'histoire. Ah, ça arrive, c'est correct. Un jour. Un jour. C'est le début de la 5e saison. C'est correct, Coucou, il est encore là. Puis on arrive, puis on se dit, wow, c'est le début de la 5e saison de notre vie. Et là, c'est la plus belle saison de District 31. De notre vie. Pas en tout, c'est la pire saison de District 31. J'ai vraiment pas aimé la 5e saison. Donc, c'est l'histoire de Geneviève Brouillette, notre lieutenant. Oh, Gabrielle. On l'aime. Gabrielle, elle sort de chez eux tous les matins pour se rendre à son travail. Et il y a comme un monsieur vraiment weird, son voisin, qui la regarde tout le temps. Des fois, il est dans sa maison, puis il la regarde. Des fois, il est sur son gazon, puis il la regarde. Des fois, il est dans sa maison, puis il la filme. Des fois, il est sur son gazon, puis il la filme. Des fois, il est dans la rue proche de sa maison, puis il la filme. Si boire, monsieur, ça s'appelle des loisirs. Puis là, il fait fuck you, tu sais. Ah oui. Mais toi, je le filme, monsieur. Très belle, Geneviève Brouillette. Alors, retourne chez vous, pourquoi tu me filmes? Puis tout, elle comprend pas. Puis là, elle continue à sa job. Puis toi, comme, voyons, c'est du harcèlement, ça. On devrait faire quelque chose. Puis elle dit, non. Appelle la police et nous autres.
Mais un jour, elle retourne chez eux et le maudit fou de son voisin d'en face, il est dans sa maison! Oh non! Il tient sa fille en otage! Il a un gun! Ça va pas bien. Et là, Gabrielle, elle arrive. Et elle pleure comme toute bonne personne. Non, mais je veux dire comme toute bonne mère, mais en fait, toute personne en général est comme « Non, s'il te plaît, fais pas de mal à cet enfant! » Sauf si t'es un maudit nazi Puis là, qui essaie d'acheter l'île d'Anticosti. Le maudit fou! Oui, effectivement. Le maudit fou, il lui tire dessus et il se sauve avec sa fille. Dans la nuit. En fait, non, c'est l'après-midi. Fait que là, c'était en plein milieu d'après-midi. La jeune fille attendait que la lieutenant revienne de travailler. Fait qu'il fait clair dehors pis tout là. Fait que là, la police se met immédiatement sur le cas et réussissent à identifier le monsieur grâce à sa plaque de véhicule, il me semble bien, car c'est toujours de même qu'on identifie tout le monde dans le district 31. Ça, ou avec la triangulation des téléphones. Exactement, la triangulation des téléphones. Ping, pong, ping entre les tours cellulaires. Alors, ils identifient que le monsieur s'appelle Daniel Dujardin. Oh! Fait que là, ils vont voir Gabrielle à l'hôpital, puis ils disent « Est-ce que tu connais ça, un gars qui s'appelle Daniel Dujardin? » Puis elle dit « Oh mon Dieu, je m'en rappelle, faut que je vous conte de quoi. » Tout le. Que tout le monde s'assoit. D'hôpital là, avec toutes les solutés, puis tout, ça m'a vous conter C'est vraiment triste. Quand j'avais 16 ans, j'étais allée dans un camp de jour de nature, là, un camp de vacances de nature. Puis j'étais allée me promener dans le bois avec 2 de mes amis. Cueillir des champignons. Pour cueillir des champignons. Quand tout à coup, une de mes amies s'est comme foulée une cheville. Puis là, elle a dit « Gabrielle et mon autre amie, repartez vers le camp et allez donc chercher de l'aide. » Et là, pendant que moi, j'ai tout mélangé les pronoms de la personne qui raconte, mais moi, la lieutenant. Moi, là. Pendant que j'allais chercher de l'aide, pendant que j'allais chercher de l'aide, la pauvre fille s'est faite attaquer par un ours qui l'a décapitée. Et cette fille, Il s'est allé l'Anticosti. ce n'était pas Einstein, parce que c'est pas une joke. Cette fille, c'était la sœur, non plus, la sœur de Daniel Dujardin. Alors, depuis genre 30 ans, Daniel Dujardin, il attendait le meilleur moment pour avoir sa vengeance et venger sa sœur morte décapitée par un ours dans le bois, en kidnappant la fille de la fille qui allait chercher de l'aide et qui n'avait rien à voir, en fait, avec la mort de la fille qui a été décapitée par un ours dans le bois. Mais qu'à cela ne tienne, Daniel Dujardin est ensuite parti sur un rampage. Il a libéré la fille de Gabrielle, tout s'est bien passé, personne n'est mort de ce côté-là. Et ensuite, il est prestement allé tuer le professeur qui était responsable de la classe nature. Puis ensuite, il a tué le gars qui est allé chercher de l'aide avec Gabrielle. Et là, ensuite, il a fait semblant qu'il s'était suicidé. Et là, ensuite, il a été tué par quelqu'un d'autre dans son organisation. Parce qu'il faisait partie d'une organisation secrète qui cherchait à avoir sa vengeance depuis 30 ans et dont je vais vous parler dans un prochain 2 minutes de Babylone. Tout est tellement improbable dans cette histoire. Cette histoire n'a aucun maudit bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis là, à tous les épisodes qu'on écoutait, OK, je demandais à mon chum de me résumer, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me dit, Catherine, écoute ce qui se passe. Alors, regarde la TV, tu vas comprendre. J'ai dit, non, je comprends objectivement les liens qu'ils font. Mais comme, ça n'a pas de sens. J'ai compris tous les arguments, tous les mots qu'ils ont dit, là. C'est rentré dans ma tête. Puis je comprends, mais je comprends pas parce que ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça. Ce monsieur-là avait une grogne contre Gabrielle. En partie parce que sa sœur s'était fait décapiter par un ours, puis il pensait que c'était la faute de la classe nature ou du camp de jour ou whatever. Là. Mais je veux dire, à la limite, sa vengeance contre le prof qui avait organisé la classe nature. Okay. Mais même pas ça. Mais même là. C'est pas lui qui a tué la fille, c'est un ours. Je veux dire, ça fait aucun sens. Ta vengeance, c'est contre l'ours, puis je veux dire, corrigez-moi, les gens qui se connaissent en survie dans le bois. Ouais. Me semble qu'un ours, on n'est pas leur proie comme de préférence. C'est ça que je voulais dire, tu sais. Je veux dire, la classe nature, elle se passait-tu dans les rocheuses, puis ils ont croisé un grizzly, là, parce que, à mon avis, les ours noirs, ils attaquent pas vraiment, à moins que tu essaies de voler leur bébé. Comme, tu sais, me semble que les ours, d'habitude, ils restent loin.
décapité par un ours. En tout cas, that's not a nice way to go, on va te dire ça. Parce que me semble, en Mais camping, c'est ça. quand tu pognes un ours à fouiller dans ta bouffe, il sauve assez rapidement. Il veut juste manger tes whippets. Puis tes pop-tarts. Il veut juste tes guimauves à l'érable. Il veut juste... qu'est-ce que j'avais dit dans le dernier épisode de ta queue de castor puis ton mac and cheese au lobster là, avec Eric Bruno? C'est juste ça qu'il veut. Il veut juste Puis ta slush. Surtout ta slush. Il fait chaud. Fait que c'est ça que je voulais te conter, mon chum. C'est la terrible histoire de la fois où quelqu'un s'est fait prendre en otage pour une raison qui n'avait aucun bon sens. Oh, ça n'a en effet aucun esti de bon sens. Mais je te rassure, la lieutenant Gabrielle était correcte. Oh. Sa fille était correcte. Oh. Il y a juste Jean Dujardin qui était pas correct, puis le mari à Gabrielle était pas correct non plus, mais ça va venir plus tard. Ça, c'est... Plus tard, on va parler de Frédéric de Grandpré. Qui avait fait des deals d'argent pas très corrects. Mais ça l'a rattrapé pour le mordre dans le péteux. Il avait emprunté de l'argent pour financer son album Un Martini pour Noël. À un homme qui s'appelait Jerry Piton. Moi, un intellectuel. Gérald de Bouton. Gérald de Bouton. Non, c'est Jerry Pitone. Que ça m'avait pris... C'est une histoire pour une autre fois. Une histoire que ça m'avait pris les sous-titres pour comprendre que c'était le nom d'une seule personne et non de deux personnes. Ce n'est pas Jerry Étonné, c'est Jerry Pitone. Et oui, pour ceux et elles qui sont pas encore rendus là, la manière que Poupou le prononce, c'est divertissant en motadine. C'est assez étonnant qu'il soit devenu un acteur, à voir comment il prononce des mots, cet homme-là. Mais non, c'est une blague. Je savais que t'allais t'insulter, je savais. Ben, on va le voir dans sa nouvelle émission Indéfendable. Ben oui, c'est certain qu'on va le voir. Yes, sir. C'est juste ça qu'on attend, que ça joue. Ben, il y a assez de previews sur les Instagram, on a hâte de voir ça. Ça va être toute une rentrée culturelle à la télévision, je vous dis. Là. Ça va être malade. On a hâte. Avec la nouvelle émission d'Éric Bruno, là, puis Émile Procloutier qui se sont reunited après Toute la vérité. C'est super, c'est le fun, ça. Ils ont fait un high five, ils ont réuni leurs forces. Yeah! Bon. Fait que merci, mon chum. Yes, sir, partner. D'avoir écouté cette belle histoire. Yes, sir, fais attention. Un autre jour, on parlera de Jerry Pitone. Je vais faire attention aux ours. Fais attention aux ours. Ouh. 10-4. 10-4, mon chum.